Aujourd'hui, nous allons parler des traites négrières et de l'esclavage. Nous aurons comme problématique comment la traite et l'esclavage sont-ils organisés. Avant tout, interrogeons-nous sur ce que signifie la traite négrière. La traite négrière désigne le commerce et le transport d'esclaves noirs d'Afrique. D'ailleurs, éclaircissons ce qu'est un esclave. Un esclave est une personne non libre appartenant à un maître et considérée comme un objet. Il faut tout d'abord distinguer trois traites différentes. La première, dite traite orientale, voit le jour dès le 8e siècle. Cette traite verra la déportation de 17 millions d'esclaves noirs vers les empires arabes, puis ottomans en Afrique du Nord et au Proche-Orient. La seconde, dite traite intra-africaine, voit le jour au 11e siècle. Elle consiste en la capture d'esclaves entre tribus et royaumes africains ennemis. 14 millions d'esclaves noirs seront ainsi capturés. La troisième, dite traite occidentale, voit le jour au XVe siècle. Ce sont les puissances coloniales européennes qui achemineront de 11 à 13 millions d'esclaves noirs vers leurs colonies en Amérique. Illustrons ceci. Dans la zone ici en jaune ocre a lieu la traite intra-africaine. C'est d'ailleurs dans cette zone que sont capturés les esclaves qui seront déportés par les traites orientales et occidentales. C'est dans les zones ici en rouge bordeaux que partent les convois d'esclaves noirs pour arriver dans les zones ici en vert fluo. La traite orientale suit les routes commerciales ici en vert pour atteindre les empires arabes et ottomans en Afrique du Nord et au Proche-Orient. La traite occidentale, gérée par les puissances coloniales européennes ici en bleu, suit les routes commerciales ici en rouge pour atteindre leurs colonies en Amérique. Attardons-nous maintenant sur la traite occidentale. La plus grande partie de celle-ci a lieu entre l'Afrique et l'Amérique. C'est la traite dite atlantique. Comme le montre ce graphique, la traite atlantique connaît son apogée au XVIIIe siècle, en orange sur le graphique. Au début du XVIIIe siècle, plus de 43 000 esclaves sont acheminés chaque année en Amérique. À la fin du XVIIIe siècle, ils sont plus de 80 000 par an. Cela représente près de 6,5 millions d'esclaves déportés au XVIIIe siècle dans le cadre de la traite atlantique. Parmi eux, près de 2 300 000 le seront par des échanges directs entre les colonies européennes d'Amérique du Sud et l'Afrique. Le reste, soit plus de 4 200 000 esclaves, le seront dans le cadre d'un commerce dit triangulaire. Qu'est-ce que le commerce triangulaire? Ce commerce particulièrement rentable se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Le trajet, suivi par les expéditions commerciales, forme un triangle. Le commerce triangulaire est schématisé ici par des flèches oranges. Tout d'abord, des navires appelés négriers partent d'Europe chargés de pacotilles. Ces pacotilles désignent souvent des textiles, des armes, des bijoux ou de l'alcool. Arrivés en Afrique, les négriers échangent ces pacotilles contre des esclaves aux tribus et royaumes africains. De là, ils repartent chargés d'esclaves en direction de l'Amérique et des Antilles. Arrivés en Amérique ou aux Antilles, les négriers échangent les esclaves contre des produits exotiques, sucre, café, coton, tabac, etc., aux plantations sur place. Ainsi chargés, ils repartent pour l'Europe et y revendent ces marchandises. Toutefois, une partie de la traite atlantique se fait en dehors du commerce triangulaire. Ainsi, les colonies d'Amérique du Sud échangent directement leurs produits contre des esclaves en Afrique. Au XVIIIe siècle, les principaux ports négriers sont Liverpool, Londres et Bristol en Angleterre, ainsi que Nantes en France. Les autres ports d'importance sont Lisbonne au Portugal, ainsi que La Rochelle, Le Havre et Bordeaux en France. Sur cette carte sont représentées les principales destinations des négriers par nombre d'esclaves déportés au XVIIIe siècle. Plus d'1 million d'esclaves seront ainsi débarqués en Jamaïque, plus de 900 000 à Saint-Domingue, 1 200 000 aux Petites Antilles, dont près de la moitié en Barbade et en Martinique, et plus de 300 000 en Guyane, ainsi qu'en Amérique du Nord. Intéressons-nous maintenant aux esclaves et à leurs conditions de vie. Tout d'abord, pourquoi fait-on appel aux esclaves dans les colonies? Avec la découverte des Amériques, les Européens découvrent de nouveaux produits, tels le sucre. Au XVIIIe siècle, la consommation de ces produits est à la mode en Europe. Pour faire face à cette demande, les plantations ont besoin d'une importante main-d'œuvre.
Les travailleurs européens étant trop coûteux, on se tourne vers une alternative, l'esclavage. Les esclaves sont utilisés massivement dans les plantations. La culture de la canne à sucre en est la plus consommatrice. Voici une illustration représentant une plantation de canne à sucre dans les Antilles au XVIIIe siècle. Ici se trouvent les champs de canne à sucre. Ici, les logements des esclaves. La maison du maître, les bâtiments d'exploitation et enfin l'église. Une plantation typique faisait en moyenne 375 hectares et comprenait 120 esclaves et 40 bœufs. Dans les colonies françaises, l'esclavage est réglementé par un texte de loi appelé le Code noir. Il est instauré par le ministre Colbert sous le règne de Louis XIV en 1685. Dans le Code noir, l'esclave est défini comme étant un bien meuble soumis au maître. Il est donc considéré comme un objet. En outre, il n'a pas le droit de s'enfuir, de cultiver la terre à son compte, ni de porter une arme. En cas d'abus de son maître, il peut se plaindre devant la justice. Il peut également être condamné à mort s'il frappe son maître, s'il tente de s'échapper pour la 3e fois, ou s'il participe à une réunion avec d'autres esclaves. Quant au maître, il doit nourrir et vêtir ses esclaves, les baptiser et les instruire. Le maître ne peut pas torturer ses esclaves. Il dispose aussi du droit de les affranchir, c'est-à-dire de leur rendre leur liberté.